Eh bien salut à tous, c'est Iphone Retro, j'espère que vous allez tous très bien parce qu'en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour l'épisode 2 de notre série sur Ionic 2. On va aujourd'hui voir comment créer notre première application et surtout voir l'environnement. Avant de commencer directement, je tenais à vous remercier énormément pour l'accueil que vous avez apporté à cette nouvelle série. J'ai l'impression que ça vous plaît beaucoup et pour ma part également, donc c'est super. Dernière petite chose et après on commence promis, si votre Ionic 2 n'est toujours pas fonctionnel, je vous propose de retourner faire un tour sur l'épisode 1 pour pouvoir l'installer. Le programme aujourd'hui, qu'est-ce que ça va être? On va ensemble récupérer un starter sur Ionic Framework, donc on va créer notre première application en partant d'un starter. Ce starter, on va l'analyser ensemble via notre éditeur de texte favori. Et puis enfin, on complétera ce starter en réalisant un petit bouton qui nous amènera sur notre page et en affichant pourquoi pas d'autres composants. Ainsi, on va se rendre dans la documentation officielle de Ionic Framework. On l'aura beaucoup utilisé, c'est vrai. Alors là, ici, on peut voir qu'on a en fait 3 starters. Alors pour faire simple, un starter, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une application extrêmement minimale qui va proposer le strict nécessaire pour débuter un projet. À l'heure actuelle, on en retrouve 3. Le premier, c'est pour créer une application totalement vierge. On ne sait pas du tout ce qu'on veut utiliser. Le second est la tab bar. C'est une petite barre de navigation qui se situe en bas de l'écran. Elle est composée de plusieurs icônes. À chaque fois qu'on touche un de ces derniers, on va être redirigé vers une nouvelle vue. Et puis enfin, pour conclure, on a le side menu, qui est le menu hamburger qui se situe en haut à gauche. En gros, on peut slider de gauche à droite pour faire ouvrir ce menu. Pour notre part, nous allons utiliser les tab bars. Ça sera extrêmement utile et vous allez voir que ça va être plutôt intéressant pour notre projet. Alors ce que je vous propose de faire, c'est de nous retourner déjà sur notre terminal, il va nous servir énormément, et on va ensuite créer notre premier projet. Première chose à réaliser, c'est de créer le dossier, on va mettre en place tous nos projets Ionic. Personnellement, je vais le positionner sur le bureau, donc nouveau dossier, je vais l'appeler Ionic, voilà, comme ceci, Ionic Project, voilà. Une fois ce dossier créé, vous le positionnez où vous voulez. Pour les bienfaits de la vidéo, je vais le positionner sur le bureau, ce que je vous ne conseille absolument pas. Si vous le supprimez ou autre, ça risque d'être embêtant. Mettez-le dans vos documents bien précieusement. Maintenant que notre dossier est correctement créé, on va y naviguer à l'intérieur. Donc pour cela, on va taper CD et on va y glisser notre dossier Ionic et on fait entrer. Maintenant que nous sommes dans notre projet Ionic Project via le terminal, je vous propose qu'on retourne dans Ionic Framework et qu'on aille récupérer cette commande-là pour justement créer un projet de type tabs. Hop, on retourne dans le terminal et on fait copier-coller. Une fois que c'est fait, on va maintenant analyser cette commande. Alors on va appeler le programme Ionic, on va lui dire de démarrer un nouveau projet, V2 pour préciser la version de Ionic qui sera employée. Puis vient ensuite le nom de votre projet. Pour ma part, je vais le remplacer et je vais appeler ça mon application. Voilà, comme ceci. Et enfin, vous avez tabs, qui signifie bien entendu le starter que vous avez utilisé. Donc pour savoir lequel vous voulez prendre, eh bien vous prenez soit tabs, soit blanc ou enfin side menu. Vous le remplacez tout simplement à la fin. Maintenant que notre commande est correctement créée, je vous propose de l'exécuter, on fait entrer et on patiente un petit peu. Après quelques petites minutes d'attente, normalement vous devrez avoir le message qui suit, Your Ionic App is ready to go, et on est parti pour commencer à créer notre première application. Si tout s'est bien déroulé, on va retourner dans Ionic Project, on va l'ouvrir et là on a un nouveau dossier qui s'appelle Mon application, enfin le nom de votre projet que vous avez créé juste avant. Donc on fait double-clic dessus et là on y remarque plusieurs fichiers ou dossiers qui ont été créés. On va maintenant analyser tout ça, mais directement via l'éditeur de texte, ça sera plus simple. Alors pour ma part, c'est Visual Studio Code. Prenez bien entendu la version qui vous intéresse, si vous voulez Atom ou autre, je l'ai déjà expliqué. On va se rendre dans l'explorateur, on va faire ouvrir le dossier et on va y glisser tout simplement Ionic Project. On va récupérer mon application et on fait ouvrir. Pour l'architecture, nous allons analyser les plus importants, ceux qui vont nous intéresser aujourd'hui. Je détaillerai les autres un peu plus tard quand on en aura besoin. Voyons ensemble les deux premiers fichiers qui vont nous intéresser. Le premier, c'est le config.xml. Ce fichier comprend toutes les informations directes de l'application, à savoir son nom, sa description et même son auteur. On y retrouve également tous les plugins qui ont été installés à votre application, donc c'est précisé en bas. On peut bien entendu les rajouter à la main ou alors automatiquement si on le fait via la ligne de commande. Et puis enfin, on y retrouve des paramètres spécifiques pour les plateformes, Android ou iOS, comme par exemple la version minimale de SDK pour Android que vous pouvez régler directement ici. On reviendra sur l'aspect technique plus tard. Première chose à faire maintenant, c'est de réaliser notre métadonnée de notre application. Ainsi, je vous propose de saisir votre nom d'application, sa description, son auteur, donc vous pouvez mettre votre adresse email, votre site internet si vous en avez un, mais également l'identifiant. Pour ma part, je viens de le réaliser, donc normalement vous n'avez pas eu trop de problèmes pour renseigner le nom, la description ainsi que l'auteur. Pour ce qui concerne l'identifiant, je vous propose de garder ce type-là, par exemple vous mettez comme, point votre nom, votre prénom, point votre application. Gardez en tête que cet identifiant doit être unique. En effet, si vous mettez un identifiant qui existe déjà, eh bien l'utilisateur ne pourra tout simplement pas l'installer car l'application est déjà présente sur son téléphone.
Pour ma part, j'ai toujours pris l'habitude de mettre comme.monprénom.monnom.monapplication. Comme ça, je suis sûr et certain qu'il n'y a pas une deuxième application qui utilise cet identifiant. Bon, maintenant qu'on a édité ce nouveau fichier, je vous propose de passer au deuxième qui s'appelle le package.json. Ce fichier est la configuration du projet. Attention parce que le projet comprend votre application. Notre application, on l'a édité via le config.xml. Là maintenant, nous allons éditer les paramètres du projet. Cependant, on y trouve quelques similarités comme le nom, l'auteur, le site internet, les plugins qui sont installés, mais également les plateformes disponibles dans ce projet. Une fois toutes ces informations remplies, faites tout de même attention à la description qui se situe tout en bas. On va pouvoir lancer l'installation de notre projet. Ainsi, il va aller récupérer toutes les dépendances qui sont mentionnées ici, automatiquement lors de la création du starter, pour tout simplement nous permettre de lancer notre première application et la voir en réel, et ensuite on pourra la modifier. Pour cela, rien de plus simple, on retourne dans notre terminal et on va y positionner notre endroit où on a créé notre projet. Alors si vous êtes resté au même endroit que tout à l'heure, si vous faites un ls, dir pour Windows, vous devrez normalement avoir votre application qui devrait s'afficher. Donc on va ensuite faire cd, mon application, tab pour aller plus vite et on fait entrer. Si normalement vous faites ls, vous devrez arriver sur le config XML et enfin le package JSON qu'on a créé précédemment. Ça veut dire que vous êtes bien dans le dossier de votre application. Petite astuce pour les personnes qui sont perdues dans le terminal, vous mettez juste cd, vous ouvrez dans votre Finder, dans votre explorateur Windows comme vous voulez et vous faites glisser tout simplement votre dossier et vous faites entrer et normalement vous arrivez dans le même dossier. Arrivé dans le dossier de notre projet, je vous propose de mettre npm install comme ceci et on fait entrer et on va patienter que l'installation de toutes les dépendances s'effectue. Pour ma part, ça a été plutôt rapide vu qu'en fait elles étaient déjà installées via le starter qu'on avait fait juste avant, mais prenez toujours cette habitude de le refaire. Pourquoi? Eh bien parce que si vous récupérez un projet sur GitHub par exemple, eh bien vous n'aurez pas les modules qui sont installés parce que c'est beaucoup trop lourd. Donc prenez toujours cette habitude, ça ne coûte rien. Vous prenez votre projet, vous le glissez, vous faites npm install et comme ça vous êtes sûr à 100% d'avoir tous les modules à jour. Bon et bien c'est nickel, la première chose à faire maintenant c'est de voir un petit peu à quoi ressemble notre application parce que ça fait déjà un bon petit moment qu'on est dessus et on sait toujours pas à quoi elle ressemble. Ainsi ce qu'on va faire ici c'est qu'on va taper Ionic serve comme ceci. Dès que je vais exécuter la commande ça va transpiler mon application. On va comprendre à quoi ça signifie un petit peu plus tard une fois qu'on aura vu le code. Une fois la transpilation terminée, ça va nous générer du HTML, du CSS et du JavaScript qui va être tout simplement lancé dans notre navigateur. Ainsi pour ma part, je vais appuyer sur Entrée et c'est parti, on va attendre quelques petites secondes. C'est bon, notre application vient de se lancer, on peut voir un petit peu à quoi elle ressemble. Cependant, vous me direz, l'affichage est complètement désastreux. On se retrouve sur un affichage d'une application sur un format desktop. Pour régler ce petit problème, on va aller sur notre page, on fait un clic droit, inspecter. Et normalement, ça devrait s'afficher comme ceci. Alors, si dans votre cas, ça ne s'affiche pas comme moi, c'est-à-dire qu'en fait, vous n'êtes pas en format mobile. Donc, c'est-à-dire que normalement, vous devrez avoir la petite console qui s'affiche à droite ou en bas. Donc pour ma part, je vous propose d'aller sur le 3 petits points qui se situe ici, de la mettre à droite ou à gauche. En bas, c'est un petit peu difficile. Personnellement, j'y arrive pas très bien. Et surtout, si on développe en mobile, l'interface sera un petit peu rognée. Ainsi, je vous propose de l'aligner à droite. Et enfin, pour avoir l'affichage mobile, on va cliquer sur le deuxième petit icône qui s'appelle Toggle Device Toolbar. À ce moment précis, on arrive sur quelque chose de beaucoup plus naturel. Vous pouvez même choisir le téléphone auquel vous voulez que ça rende. Donc, par exemple, si vous voulez un Galaxy S5, vous appuyez dessus. Si vous voulez un iPhone 6 Plus, un iPad, etc. Alors pour ma part, je travaillerai toujours sur iPhone 6. Petite chose à savoir, si vous naviguez dans la barre en bas, vous pouvez voir qu'on a un petit effet Material Design d'Android, alors que pourtant on est sur iPhone. Pour régler ça, et même de manière inverse, vous avez juste à sélectionner donc votre iPhone et vous faites recharger la page et normalement ça devrait s'adapter en fonction de l'iDevice. Donc là on a bien le format iOS, donc bien plus flat, ainsi qu'aussi la barre de navigation qui est bien au centre. Et si je veux re-switcher sur un appareil Android, je resélectionne et je fais recharger et normalement c'est parfait, j'ai bien le style Material Design. Et bien c'est parfait, notre simulateur via le navigateur fonctionne très bien. Ce sera donc celui-ci qui va nous permettre de débugger notre application. Alors certes, dès qu'on utilisera des composants natifs, on sera obligé de passer sur un appareil réel ou alors un simulateur natif via iOS ou Android. Cependant, si on utilise des composants front-end, c'est-à-dire par exemple des petites alertes, des boutons ou même du technique, bien entendu, ça peut être, je sais pas, un calcul ou autre, on pourra directement passer via le navigateur et vous allez voir que ça sera beaucoup plus simple. Ce que je vous propose d'aborder maintenant, c'est de modifier cette page Home. On va la remplacer et on va mettre un bouton qui va nous afficher une alerte. Petit conseil, gardez toujours à l'idée d'avoir votre simulateur à côté de vous lorsque vous développez, parce qu'à chaque fois que vous allez faire une modification, ça va s'effectuer en live sur le simulateur.
Pour ma part, je positionne toujours mon éditeur de texte à droite ainsi que mon émulateur à gauche. Il m'arrive également de le passer derrière, etc. Donc vous faites vraiment comme vous voulez. Sachez qu'il existe également le multi-écran sur votre ordinateur via Windows, mais également sur macOS. Donc vous pouvez le positionner par exemple sur le bureau 2 et votre éditeur sur le bureau 1. Et en faisant un slide avec 4 doigts sur votre trackpad si vous êtes sur Mac, eh bien vous pouvez passer directement à votre simulateur. Donc voilà, très simplement. Bon, eh bien tout est prêt pour commencer la modification. On va se rendre de nouveau dans notre éditeur de texte. On va aller dans le dossier SRC qui est extrêmement important et qui correspond à toute notre application, en fait, toutes les sources de notre application qu'on va pouvoir librement modifier. Je vous rappelle notre but, on va modifier le contenu de cette page Home pour pouvoir y rajouter un bouton, mais également une alerte donc, qui sera appelée lorsqu'on appuiera dessus. Donc pour cela, on va aller dans Page. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la page Home. Hop, on ouvre dessus et là, on se retrouve face à 3 fichiers. Pour les connaisseurs du web, ces 3 fichiers devraient normalement vous être familiers, sauf peut-être le TS. Alors le fichier home.html, qu'est-ce que c'est? C'est la structure de notre page. Gardez donc bien en tête que ce sera la structure de notre vue. Quand je parle de structure, ça sera les composants, le contenu, que ça soit textuel ou via des images, donc tout sera géré via ici. Rien de mieux que de jouer un petit peu avec ça pour comprendre vraiment comment ça s'organise. Alors ce qu'on va faire, c'est modifier tout d'abord le contenu, très simplement. Donc par exemple, là je vais mettre mon application, hop. Je fais ensuite commande S pour enregistrer et là comme je vous avais dit en live directement j'ai bien mon application qui vient de se rafraîchir avec le nouveau contenu. Il faut bien savoir que le HTML repose sur un système de balisage. En effet, comme vous pouvez le constater, tous les éléments qu'on voit ici sont contenus dans des balises justement. Donc là par exemple on a du H2, on va fermer la balise avec un /H2. Pour le paragraphe on va mettre un P, on va fermer, donc on va mettre le contenu mais on va fermer ensuite la balise en rajoutant un /P. Le HTML est donc un langage extrêmement simple et souple. Je peux facilement supprimer, regardez bien par exemple, un bloc entier de paragraphes et si je sauvegarde, eh bien ce dernier est supprimé. Pour les personnes qui n'ont jamais fait de HTML, je vous invite à aller regarder dans la description de la vidéo toutes les balises qui sont les plus utilisées et surtout à quoi elles servent. Donc faites-le vraiment si vous ne connaissez pas du tout ce langage parce que je ne peux pas vous faire un cours en entier là-dessus, ça serait bien trop long. Même si le langage est extrêmement simple, vous allez voir par vous-même, mais essayez voilà, de modifier cette page et voir un petit peu ce que vous arrivez à faire. Passons maintenant au deuxième fichier qui est le home.scss. Pour les personnes qui ont déjà réalisé des sites internet en HTML, en CSS et pourquoi pas même en JavaScript, il est possible que ces derniers se soient interpellés sur ce nom de fichier, donc le home.scss, et donc se sont demandé pourquoi est-ce qu'il y a un S devant CSS. C'est totalement normal, en effet avec Ionic on ne va pas utiliser du CSS simple, mais du Sass qui est un dérivé du langage CSS. Le langage est totalement similaire au CSS, cependant il apporte quelques petites fonctionnalités supplémentaires qui vont tout simplement vous simplifier la vie. Pour en revenir sur ce fichier spécifique, c'est une feuille de style pour les personnes qui se demandent à quoi il sert, c'est-à-dire qu'il va nous permettre de régler en profondeur le design de notre application. C'est donc via ce dernier qu'on va pouvoir imposer des règles, c'est comme ça que ça s'appelle, pour par exemple mettre le texte en rouge, mettre pourquoi pas le fond derrière en noir, etc. Prenons un exemple simple, par exemple je souhaite modifier le titre Welcome to mon application en rouge, et bien c'est très simple, regardez, je retourne dans ma structure, je vois comment est-ce qu'elle s'organise, donc là j'ai bien ma structure principale qui est ion-content, et ensuite directement j'ai mon H2. Je vais donc rebasculer sur ma feuille de style pour pouvoir y appliquer la même structure. Ainsi, je vais y positionner mon titre H2, j'ouvre les crochets et je vais y mettre la règle qui me permet de modifier la couleur de mon texte. C'est donc color, et je mets la couleur que je veux mettre, red, et je sauvegarde. Bien entendu, vous l'aurez compris, il existe énormément de règles en CSS, c'est un langage à part entière. Il est par exemple possible de changer la taille de la police, donc en mettant font-size, là je peux mettre du 10 pixels, on va faire sauvegarder. Là mon texte va être normalement beaucoup plus petit, je peux le mettre en énorme, donc en mettant du 80 par exemple, voilà il devient monstrueux. Enfin voilà, c'est vraiment un langage qu'il faut essayer de maîtriser. Alors essayez de vous limiter aux bases strictes, par exemple la couleur, mettre en gras, mettre en italique, etc. Il en existe beaucoup, donc rendez-vous dans la description de la vidéo, je vous mettrai un lien pour apprendre le basique. Je vous propose maintenant de passer au fichier .ts qui signifie TypeScript. Nous avons vu précédemment le fichier HTML qui regroupait la structure de la page ainsi que son contenu. Nous avons également vu le fichier SCSS qui regroupait la feuille de style. Voyons maintenant le fichier .ts qui va permettre l'aspect fonctionnel de notre vue. Alors commençons tout d'abord par la base. .ts signifie TypeScript, c'est un langage créé par Microsoft. Ce dernier est purement et simplement un dérivé du JavaScript, permettant encore une fois, comme le Sass, de réaliser des opérations supplémentaires très facilement.
En effet, il faut savoir que le TypeScript est donc un dérivé du JavaScript, et donc quand on va en fait créer ce fichier, donc dès qu'on va l'implémenter, donc c'est-à-dire qu'on va renseigner nos fonctions, nos classes, etc., ça va ensuite le transpiler en JavaScript. Ainsi, le terme transpiler signifie qu'on va récupérer le code qui se situe ici et on va le convertir entre guillemets en langage JavaScript. Pour bien comprendre et pour résumer ce que j'ai dit, tout ce qu'on va écrire dans ce fichier va être transcrit en JavaScript, donc théoriquement tout ce qu'on fait est possible en JavaScript. Vous êtes peut-être actuellement en train de vous poser la question, mais alors pourquoi utiliser le TypeScript alors qu'on peut utiliser le JavaScript? Ça permettrait en effet d'alléger le processus de transpilation qui n'est pas forcément nécessaire. Pour répondre à cette question, je vais réemployer le mot que j'ai employé juste avant, à savoir théoriquement c'est possible. Cependant, ça serait sûrement démentiel, vu qu'en fait c'est lié au framework Angular que j'avais présenté lors de ma première vidéo de présentation. Donc tout ce qu'on écrit ici en quelques lignes est converti en JavaScript, mais en des milliers et des milliers de lignes. Sur ce les amis, je vous propose d'éditer ce fichier TS justement pour comprendre vraiment à quoi il sert. Le but de ce petit exercice, c'est d'afficher un message directement dans la console, voilà ici, directement un petit message qui devrait s'afficher ici, une fois que la vue se charge. Ainsi, pour cela, on va se rendre dans le constructeur, c'est la méthode qui est appelée quand la vue est construite. Donc on va dedans, donc faites bien attention de bien être dans les crochets, et on va taper console.log, et on va mettre un petit message qui va être le fameux Hello World. Hop, et on fait ceci, et on sauvegarde. Normalement, si on retourne dans notre vue, on devrait avoir voilà, le Hello World qui est affiché, donc ça a bien fonctionné. Pour les personnes qui se demandent à quoi ça sert d'utiliser la méthode console.log, eh bien vous allez le comprendre très vite quand on va vouloir débugger notre programme. Bon voilà pour l'aspect fonctionnel théoriquement comment ça se goupille, je vous ai présenté vraiment la base. Maintenant passons à ce qu'on voulait faire au début de la vidéo, à savoir rajouter un bouton, mais également ajouter un événement lorsqu'on va toucher ce dernier. Pour cela, on va se rendre dans la documentation officielle de Ionic. Rendez-vous dans la description de la vidéo, je vous mettrai le lien. Et dans cette dernière, on va aller récupérer justement le composant qu'il nous faut pour créer un bouton. Donc pour cela, on va aller dans Components, on va descendre un petit peu. Et sur la gauche, on devrait avoir normalement une navigation bar qui va nous permettre d'aller récupérer voilà, le bouton, donc le code nécessaire pour afficher un bouton. Le petit simulateur sur le site va nous donner un aperçu du composant, comment est-ce qu'il va rendre sur tel ou tel OS. Par exemple sur iOS, voilà comment ça va rendre, donc assez classique. Sur Android, ça va être un aspect Material Design, donc avec le petit effet quand on touche à différents endroits. Et enfin sur Windows Phone, voilà un petit peu pareil que sur iOS, donc du flat design. En descendant un petit peu dans la doc, on a différents exemples qui se posent à nous pour nous montrer justement voilà, les différents boutons qui sont disponibles. Alors, on va retourner sur iOS. Donc on a par exemple les boutons comme ceci, donc qui sont plus avec une bordure uniquement, des boutons ronds, on a aussi des boutons plus gros, des boutons plus petits, des icônes, etc. Donc je vous laisserai voir un petit peu ce qui vous intéresse. Pour notre part, eh bien, on va se diriger sur quelque chose d'assez classique. Alors attendez, je l'ai vu juste avant, il est voilà ici. Hop, on va descendre un petit peu parce que c'est un peu bugué je crois. Voilà, on va prendre celui-ci, donc le e-button full qui est assez intéressant. Ainsi, on va copier-coller ce qu'on nous propose directement sur la documentation. Donc copier, on va mettre ça en petit et on va se rendre dans la structure HTML, c'est très important. Je vous invite à copier-coller ce bouton juste en dessous du paragraphe. Faites toujours attention de bien être dans le ion content. Et on fait copier-coller et on sauvegarde et on admire le résultat. À ce stade-là, normalement, on a un bouton qui est correctement créé. Cependant, il sert absolument à rien, mais alors vraiment à rien. Donc on va essayer justement de lui donner une petite fonctionnalité. Dès qu'on va appuyer dessus, ça va déjà afficher quelque chose dans la console. Comme vous l'aurez très certainement compris, on va devoir lier à la fois la structure, donc on a mis notre bouton, mais l'aspect fonctionnel qui est le fichier .ts TypeScript. Ainsi, on va se rendre dans le fichier home.ts et on va y définir une nouvelle méthode qui va justement accueillir notre événement sur le bouton. Ainsi, on va mettre alerte, action, par exemple, vous la nommez comme vous voulez. Deux petites parenthèses pour bien préciser que c'est une méthode issue de la classe. Deux points, void. Alors void, à quoi ça correspond? Ça veut dire qu'on va exécuter une méthode qui ne va rien retourner. Et enfin, à l'intérieur de cette nouvelle méthode, on va y mettre notre fameux console.log et on va y positionner un message comme par exemple depuis un bouton. Voilà, comme ceci. Et on met un point d'exclamation et on sauvegarde. Pour l'aspect fonctionnel, c'est désormais terminé. Je vous propose de copier-coller la méthode qu'on a créée juste avant. On va se rendre dans le fichier home.html et on va interagir maintenant sur la balise bouton.
Ici, on va y mettre 2 parenthèses, on va mettre tab. Alors tab, qu'est-ce que ça signifie? C'est qu'en fait, à chaque fois qu'on va appuyer sur le bouton et qu'on va retirer notre doigt, on va exécuter quelque chose à l'intérieur. Donc nous, ce qu'on veut utiliser, eh bien, c'est directement la méthode qu'on a définie dans notre aspect technique. Ainsi, je vous invite à mettre le nom de votre méthode, donc on fait un copier-coller et on met les 2 parenthèses et enfin on sauvegarde. De retour dans le simulateur, si j'appuie maintenant sur le bouton, j'ai bien depuis un bouton qui s'affiche, et puis si j'appuie plein de fois, ça s'affiche également, sauf que ça se stack, vu que c'est le même message. Bon et bien parfait, on arrive maintenant à exécuter une méthode depuis notre HTML, donc depuis un bouton. Cependant, gardons de vue ce qu'on voulait faire depuis le début, à savoir afficher une alerte une fois qu'on appuie sur ce bouton. Je vous invite maintenant à retourner dans la documentation officielle, et de remonter un petit peu pour aller jusqu'aux alertes. Libre à vous de visualiser dans le petit simulateur comment ça devrait s'afficher. Donc voilà pour iOS, si je vais sur Android, voilà avec l'aspect encore une fois Material Design. Et sur Windows Phone, je vais découvrir en même temps que vous comment ça s'affiche, donc voilà un petit peu comme sur Windows. Descendons un petit peu maintenant et on va voir comment utiliser tout ça. Comme vous pouvez le constater, c'est relativement simple à implanter. Première chose à faire, c'est d'importer justement notre alert controller, qui est une classe définie dans le package Ionic-Angular. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'importer dans notre projet. Dans l'exemple qui vous est déjà fourni via le starter, on a déjà Ionic-Angular qui est importé. Cependant, on importe un autre package, on va le laisser, mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en rajouter un autre qui est tiré du même package. Donc, on va faire virgule et on va mettre l'alert controller. On va également l'instancier dans le constructeur, donc on va le mettre cette fois-ci en tant qu'argument. Ne le mettez pas en bas, c'est très important. Donc, on va mettre encore une fois une virgule et on fait un copier-coller de ce qui est précisé dans la documentation. Et puis enfin, pour terminer, ils ont mis tout ça dans une méthode showAlert. Nous, on va juste récupérer ce qu'il y a à l'intérieur. Hop, on va le positionner dans Alert Action. On va enlever le console.log qui ne sert à rien et on fait un copier-coller également. Vous pouvez ensuite remplacer le titre et le subtitle, donc la description de l'alerte, comme bon vous semble. Si vous voulez mettre un petit apostrophe comme je viens de le faire, mettez bien un anti-slash juste avant, pour bien l'échapper. Voilà, normalement c'est tout bon, on va ensuite sauvegarder, c'est très important, et je vous propose qu'on teste tout ça en live sur notre petit simulateur. On va ensuite appuyer sur le bouton, et là voilà, j'ai bien mon alerte qui s'affiche avec salut et le message que j'ai précisé juste en dessous. Et bien voilà qui conclut parfaitement ce nouvel épisode 2. J'espère en tout cas que ce nouvel épisode vous aura plu. N'hésitez pas à dire dans l'espace commentaire les choses qui sont améliorées, à revoir. S'il y a des choses que je suis passé beaucoup trop rapidement, n'hésitez pas à me le dire, je me ferai une joie de vous faire un épisode dessus. On se retrouve en tout cas pour l'épisode 3 très prochainement où on verra pas mal de choses comme par exemple la navigation de vue, mais également l'affichage de variables, on va pouvoir modifier nos variables nous-mêmes, enfin bref, vous verrez que ça va être vraiment génial. On se retrouve très prochainement, allez ciao tout le monde. Ah oui aussi les amis, dernière petite chose avant de clôturer la vidéo, vous êtes super, merci encore de vous être abonné à la chaîne, ça fait super plaisir. C'était iPhone Retro, allez ciao.